dit tout à l'heure, le climat a toujours varié. Simplement, les échelles de temps de cette variation sont absolument capitales pour savoir si c'est quelque chose de désagréable ou pas. Pour prendre un parallèle tout de suite, vous avez deux manières de décélérer de 100 km/h à 0 quand vous êtes en voiture. La première, c'est d'appuyer sur la pédale de frein, ça prend 10 secondes. La deuxième, c'est de rentrer dans un mur, ça prend quelques millisecondes. Le résultat n'est pas le même. Eh bien, c'est exactement pareil en ce qui concerne les variations du climat. Le climat varie, il a toujours varié. Simplement, pour les variations qui sont en train d'être mises en route en ce moment, la question cruciale est celle des échelles de temps par rapport aux variations spontanées du système. Le climat peut varier pour plein de raisons. Historiquement, au Quaternaire, la première raison pour laquelle le climat a varié, c'est que le système solaire n'est pas un ménage à 2, donc très pacifique, mais un ménage à 10, donc très turbulent. Et en particulier, la Terre est soumise à l'attraction des grosses planètes du système solaire, Jupiter et Saturne, un peu moins Uranus et Neptune. Et donc l'ellipse que la Terre décrit autour du Soleil n'est pas une ellipse régulière. Elle a des petites variations au cours du temps. Et ces variations, c'est à la fois une variation d'excentricité, elle est plus ou moins allongée, et une variation de l'inclinaison de l'axe de rotation de la Terre sur le plan de l'orbite, c'est plus ou moins incliné. Et quelque chose que vous allez comprendre tout de suite, c'est que si l'axe était parfaitement perpendiculaire au plan de l'orbite, on n'aurait jamais de saison. L'insolation serait la même tout au long de l'année, donc il n'y aurait pas de saison. Plus l'axe est incliné sur le plan de l'orbite, plus les saisons sont marquées. Cette inclinaison est un des éléments qui détermine de manière capitale l'entrée ou pas en glaciation à l'ère quaternaire. Il y en a d'autres, mais celui-là joue de manière très forte. Donc le climat varie. Encore une fois, il est toujours varié. Ce qui est en train de se passer à l'Anthropocène, c'est-à-dire aujourd'hui avec l'homme qui est devenu un agent climatique, c'est que l'homme est en train de devenir la première cause de variation du climat à l'échelle du siècle. C'est ça qui est en jeu. Alors comment est-ce qu'on fait ça? On fait ça en augmentant un phénomène parfaitement naturel qui est là depuis des milliards d'années, qui s'appelle l'effet de serre. L'effet de serre, qui est un processus qui a été identifié par Fourier, Joseph de son petit nom, il y a 2 siècles maintenant, enfin 1824, on y est presque, est un effet qui est dû au fait que vous avez dans l'atmosphère des molécules qui sont parfaitement transparentes au rayonnement solaire incident et parfaitement opaques au rayonnement infrarouge émis par la surface de la Terre. Si vous avez fait un peu de rayonnement du corps noir avant de rentrer ici, vous savez que le spectre d'émission d'un corps dépend de sa température. Alors le Soleil, qui a une température de surface à 6000 Kelvin, nous envoie essentiellement du visible et de l'infrarouge proche. La Terre, qui a une température de surface qui est proche de 300 Kelvin, émet essentiellement des infrarouges lointains. Eh bien, dans l'air, vous avez plein de gaz, tous les gaz triatomiques ou plus, en gros, qui sont des gaz qui interceptent les infrarouges terrestres. Donc la lumière du Soleil, enfin ou le rayonnement solaire avec les infrarouges visibles, non visibles, les infrarouges proches passent à travers l'atmosphère, moins la part qui est réfléchie par les nuages, la glace, etc., est absorbé par le sol, et le sol, lui, en réponse, émet des infrarouges dans des grandes gammes, dans des longueurs d'onde beaucoup plus importantes. Ces infrarouges sont absorbés près de la surface par les gaz à effet de serre, qui sont donc des opacifiants aux infrarouges que l'atmosphère a en petite quantité, comme le permanganate de potassium opacifie l'eau quand vous en mettez dans une baignoire. Pareil. Avec les émissions de gaz à effet de serre, nous augmentons l'opacité de l'atmosphère au rayonnement infrarouge émis par la Terre. Donc ce que nous allons faire, c'est que nous allons confiner l'énergie près du sol, et de ce fait augmenter la température d'équilibre du sol. Mais nous allons également corrélativement refroidir la stratosphère, parce qu'il y a moins d'énergie qui peut aller être absorbée, moins de rayonnement qui peut aller être observé dans la stratosphère. Et ça vous explique tout de suite une chose très simple, soit dit en passant, c'est que si vous avez une température près du sol qui augmente et une température de la stratosphère qui diminue, vous augmentez le gradient de température dans l'atmosphère et donc vous augmentez la puissance convective de tout ce qui convecte, je ne sais pas si on dit ça, de tous les mouvements convectifs dans l'atmosphère. Et donc, les orages, les tornades, les ouragans, la pompe aspirante devient plus puissante. Donc c'est très logique que vous ayez trouvé dans le dernier rapport du GIEC que dans un monde qui se réchauffe, la puissance des ouragans va augmenter. C'est parfaitement normal, c'est un truc qui est attendu. On se pose également la question pour les orages et les tornades, comme je l'ai dit juste avant. Réchauffer que de 5. Donc 5 degrés en un siècle, c'est un réchauffement 100 fois plus rapide que celui qui a vu l'océan remonter de 120 mètres en 10 000 ans, les écosystèmes devenir ceux qu'on connaît aujourd'hui alors qu'ils étaient ceux du nord de la Sibérie, et une calotte de glace de 3 km d'épaisseur posée sur la Scandinavie et le Canada disparaître. 5 degrés en 10 000 ans. Donc 5 degrés en un siècle, c'est évidemment c'est un chaos, c'est un choc extrêmement violent. Alors dans les évolutions qualitatives auxquelles il faut s'attendre, d'abord il faut savoir que la température ne va pas monter de manière homogène. L'inertie thermique des continents étant plus faible, elle montera plus vite sur les continents que sur les océans. Donc si vous avez un réchauffement global de 2 degrés, ça sera 3 sur les continents. Ensuite, ça ne va pas être vrai également pour les extrêmes. 3 sur les continents, ça veut dire 5 à 6 pour les extrêmes.
Donc, ce n'est pas du tout proportionnel, cette affaire-là. La deuxième chose qu'il faut savoir, c'est que le réchauffement climatique va globalement augmenter l'évaporation, donc augmenter les précipitations. Par contre, la science la plus moderne permet de dire deux choses, c'est que ça sera encore plus mal réparti qu'avant, c'est-à-dire ceux qui en ont beaucoup en auront encore plus, et ceux qui en ont pas beaucoup en auront encore moins. Et donc, dans ceux qui en ont pas beaucoup, qui en auront encore moins, le pourtour du bassin méditerranéen va s'assécher. Je vous signale qu'on est dedans. Hein. Donc nous, on est du mauvais côté de la barrière dans cette histoire. Hein. Les Anglais vont se faire inonder plus souvent, les Scandinaves aussi, et la mousson sera plus violente. Mais une mousson plus violente sur des sols plus secs, ça ne sera pas nécessairement très intéressant pour les cultures indiennes. L'indice de sécheresse des sols va augmenter dans nombre de zones, et notamment en France. Donc on a toutes les chances en France d'ici 2050, c'est-à-dire quand vous aurez mon âge, que la sécheresse que nous ayons connue cet été soit l'état moyen des sols en France. Ça va pas être terrible. Hein. Ça va pas être terrible. Hein. J'en vois un qui lève le sourcil. Ça va pas être terrible. Il est évident que dans ce genre de paysage, une bonne partie des forêts disparaissent. Parce que nous avons aujourd'hui des arbres qui ont quand même un peu besoin d'eau, qui n'aiment pas trop quand il fait trop sec, qui n'aiment pas trop quand il fait trop chaud, et qui n'aiment pas trop les incendies non plus. Et par exemple, en 2050, la capacité de la forêt de Fontainebleau à développer des incendies sera la même que celle des Landes aujourd'hui. Dans les autres joyeusetés auxquelles il faut s'attendre, l'océan va monter. Alors l'océan va monter pour deux raisons. La première, c'est que quand vous chauffez l'eau, elle se dilate. Et donc si vous chauffez l'eau qui est dans une grande baignoire sans toucher au fond, eh bien le niveau de l'eau monte. Mais ce n'est pas ça qui va faire le plus monter l'eau. Ce qui va faire le plus monter l'eau, c'est l'atteinte aux calottes polaires. Alors le Groenland a commencé à fondre dès à présent. Et à partir de maintenant, vous n'avez que des rétroactions positives qui vont amplifier la chose. La première rétroaction positive, c'est que, comme vous le lisez probablement dans la presse, l'étendue de la banquise a tendance à diminuer de plus en plus. Or, quand la banquise disparaît, vous remplacez une surface très réfléchissante par une surface très absorbante pour le rayonnement solaire, et donc la température qui environne la calotte groenlandaise a tendance à s'élever encore plus vite. La deuxième chose, c'est que la fonte de la calotte est une fonte de surface. Ce n'est pas des icebergs qui se déversent dans la mer. Pour l'essentiel, c'est une fonte de surface. Après, l'Antarctique de l'Ouest, c'est autre chose, je vous en parlerai. Comme c'est une fonte de surface, quand ça fond, le niveau de la calotte, enfin l'altitude maximale de la calotte baisse un peu, et du coup, vous vous rapprochez d'un air ambiant qui est un peu plus chaud, puisque quand vous descendez en altitude, vous savez que, à cause de la détente adiabatique, la température augmente. Et donc, la température environnante augmente. Dernier point, la surface du Groenland est couverte de poussières qui sont amenées par le vent. Quand vous êtes dans un processus dans lequel vous avez accumulation annuelle de poussière, mais de neige qui recouvre la poussière, c'est pas grave. Mais quand la neige se met à fondre, à ce moment, les poussières sont concentrées en surface et elles augmentent aussi l'albédo, c'est-à-dire la capacité d'absorption du rayonnement solaire de la calotte. Donc il n'y a que de rétroaction positive dans cette affaire. Donc d'ici à ce que l'humanité s'éteigne, enfin non, quelques siècles, le Groenland va continuer à fondre, et ça c'est n'importe quoi, entre 3 et 6 mètres d'eau dans l'océan. Quelques siècles. De l'autre côté, il y a une instabilité majeure qui a été mise en lumière par la communauté scientifique il y a maintenant quelques années, qui est celle de l'Antarctique de l'Ouest. Alors l'Antarctique de l'Ouest, bon, il n'y a pas d'Ouest en Antarctique puisque c'est centré sur le pôle Sud normalement. L'Antarctique de l'Ouest, c'est la partie de l'Antarctique qui regarde le Chili, qui est en face du Cap Horn, vous savez, avec cette espèce de grand doigt là qui remonte vers le Chili. C'est une partie qui est détachée de l'Antarctique de l'Est par deux indentations qui sont les mers de Ross et de Weddell. Et elle porte, cette Antarctique de l'Ouest, une calotte qui est posée sur un socle rocheux totalement sous-marin, en déclivité, et c'est un vaste système de glaciers en arc-boutants les uns sur les autres. Et les arc-boutants terminaux, c'est les glaciers qui se déversent dans la mer. Alors tant que ces glaciers qui se déversent dans la mer se déversent pas trop vite, ils jouent leur rôle d'arc-boutants par rapport aux glaciers qui sont au-dessus. À partir du moment où ces glaciers qui se déversent dans la mer se déversent beaucoup plus vite, et c'est ce qui est en train de leur arriver en ce moment, les arcs-boutants finaux sont fragilisés et tout peut s'écrouler comme un château de cartes. Alors, en combien de temps ? Il y a 3 ans, il y a un papier qui a fait grand bruit, qui est sorti dans Science, qui disait, en quelques siècles, dès qu'on a passé 2 degrés. Donc, dès que le réchauffement dépasse, dès que la Terre est sur une trajectoire de réchauffement qui dépasse les 2 degrés en 2100, ce qu'on est évidemment parti pour faire, eh bien, le risque de déstabilisation existe. Et la science la plus récente dit maintenant, quelques siècles, on ne sait pas. Ça peut être plus court que ça. Et là, il y en a pour 6 mètres d'eau.
Donc 6 plus 3 plus la dilatation, on est en train de jouer en ce moment, donc ça ne va pas arriver la semaine prochaine, mais le doigt sur la gâchette c'est tout de suite, on est en train de jouer en ce moment avec 10 mètres d'eau en plus dans l'océan mondial. 10 mètres d'eau en plus, vous n'avez plus une ville côtière, vous avez plus, enfin si, vous avez des villes côtières surélevées, donc si vous êtes en haut de la montagne où il y a la bonne mer, la Notre-Dame de la Garde à Marseille, vous n'êtes pas inondé, mais il n'y a plus un port. Donc c'est parfait, les routes maritimes seront ouvertes parce qu'il n'y a plus de banquise, mais il n'y a plus de port pour partir et arriver. Posera un petit problème. Vous avez énormément d'installations qui sont situées en bord de mer et vous avez évidemment, ce que vous savez, énormément de plaines alluviales qui sont des endroits majeurs pour l'alimentation humaine. Hein, le delta du Nil, le delta du Gange, enfin je vous en passe, c'est des meilleurs. Donc tout ça, et bien avant que ça fasse 10 mètres, ça sera salinisé à cause de la pression osmotique, parce que quand la mer monte, ça vous salinise les nappes phréatiques qui sont situées en dessous. Toujours dans les joyeusetés, vous allez avoir une pression supplémentaire sur les écosystèmes, mais enfin il faut bien voir que la première pression sur les écosystèmes, c'est 8 milliards de bonshommes, de très très loin. Parce que la première pression sur les écosystèmes et la biodiversité, c'est la perte d'habitat, et la première cause de perte d'habitat, c'est la suppression des écosystèmes installés pour faire des cultures. Donc on a deux problèmes si on aime bien la biodiversité qui s'appellent la taille de la population et son régime alimentaire. Donc on a deux sujets de préoccupation si on aime bien la biodiversité qui s'appellent le planning familial et manger moins de viande. C'est à peu près ça, les déterminants de l'affaire. Toujours dans les conséquences, vous allez évidemment avoir après des conséquences sociales et politiques à large échelle. Alors dans le dernier rapport du GIEC, changement climatique et terre, qui l'a lu ici ? Vous êtes tous virés. Vous êtes à l'agro et vous n'avez pas lu ça. Un scandale. Non mais je plaisante pas. Non si je plaisante, mais quand même c'est un scandale. Si vous avez une lecture à avoir dans l'école dans laquelle vous êtes, c'est celui-là. C'est celle-là, pardon. Donc lisez le résumé pour décideurs, changement climatique et terre, ça fait 35 pages, vous devriez y arriver. C'est vraiment un truc qui est absolument crucial compte tenu de la filière qui est la vôtre. Absolument crucial. Donc dans le dernier rapport du GIEC, changement climatique et terre, le GIEC dit à partir de 3 à 4 degrés de réchauffement, il y a de l'insécurité alimentaire généralisée sur la planète. Alors vous vous rappelez peut-être de 1789. Est-ce que vous savez ce qui s'est passé en 1788 ? Ah, ça c'est bien, vous savez. 1 demi-million à 1 million de morts. Vous avez entendu parler du printemps arabe. Est-ce que vous savez ce qui s'est passé juste avant ? Inflation alimentaire intolérable. C'est ça qui s'est passé juste avant. Dans des pays qui sont en insuffisance alimentaire locale, c'est des pays qui sont obligés d'importer leur nourriture, l'Égypte, la Tunisie, et ça va en augmentant parce que le bassin méditerranéen s'assèche alors que leur population croît. Et les importations agricoles ont des prix qui varient très largement comme ceux du pétrole. En 2010, très forte remontée des prix du pétrole. Donc les pays qui importent de la nourriture voient leur facture alimentaire augmenter. Mais 2010, on est dans l'aftermath de la crise de 2009. Et donc les touristes restent chez eux. Donc les recettes à l'exportation de ces pays, l'Égypte et la Tunisie, se sont cassées la gueule. Moins de recettes, plus de charges. On n'est pas capable de compenser budgétairement, enfin de compenser le prix de la nourriture pour les gens qui sont dans les 3, 4, 5 premiers déciles de revenus, qui vivent avec $1 par jour, et c'est l'émeute, parce qu'ils n'ont pas de quoi s'acheter à manger. Et en fait, des émeutes de la faim au moment où le prix du pétrole est repassé par des sommets, vous en avez eu dans plein d'endroits dans le monde. Alors aujourd'hui, on est encore avec une agriculture très productive, des combustibles fossiles de partout, des engrais de partout, etc. Tout ça n'est pas éternel. Il est évident que quand vous aurez une agriculture avec des sols plus secs et des intrants en quantité moins disponible, avec une population censée être plus nombreuse, oui, on est d'accord, on lève le sourcil une deuxième fois. C'est pas complètement sûr que tout ça va être un long fleuve tranquille. Hein. Et donc, il y a également des instabilités politiques qui sont à la clé. Et donc, dans les risques du réchauffement climatique, vous en avez aussi un qui s'appelle la dictature. Et même en France, la démocratie en France, c'est récent. Pendant les milliers d'années que notre pays a hébergé des hommes, il s'est passé un siècle en démocratie. D'accord ? Donc, c'est court. Et c'est pas éternel. Je ne suis pas en train de dire que je souhaite sa disparition. Je suis juste en train de dire que ce n'est pas éternel parce que c'est un système fragile. Et c'est notamment un système fragile parce que c'est un système court-termiste.
pas moi qui l'a dit, c'est M. Tocqueville il y a 2 siècles, et il ne s'était pas trop trompé. Donc voilà, donc le changement climatique, c'est un processus à large échelle. L'insécurité sur l'approvisionnement énergétique, c'est aussi un processus à large échelle. Alors je vais finir par ça. Dans cette affaire-là, donc à ce stade, vous avez compris plusieurs choses. Si on a été capable de mettre tout le monde en ville avec une agriculture très productive, c'est grâce à l'énergie. Cette énergie fait qu'on a été capable de monter à 8 milliards d'hommes bien nourris, raisonnablement, sauf quelques endroits sur Terre, parce que justement, on a été capable de rendre l'agriculture beaucoup plus productive, alors que la Terre n'a pas augmenté de diamètre. Hein. On fait toujours la même surface qu'il y a. La dérive des continents n'a pas fait apparaître une quantité de surface cultivable supplémentaire majeure en 2 siècles. Vous comprenez également qu'on a un tout petit sujet avec l'instabilité climatique. Alors, l'agriculture contribue, soit dit en passant, au réchauffement climatique, puisque dans les émissions de gaz à effet de serre, à peu près un tiers, si je prends en compte la déforestation, vient du secteur agricole. Alors, les émissions de gaz à effet de serre concernées, vous les trouvez dans la déforestation, c'est 10% sur 30%. Hein, et le reste, c'est les émissions, enfin, ou les émanations plus exactement, de méthane des rizières. Vous savez que dans les rizières, vous avez de la décomposition anaérobie de résidus organiques à l'abri de l'oxygène de l'air, donc ça vous fait du méthane, comme dans les marécages. C'est la fermentation entérique des bovins. Les cochons ont 4 estomacs, dégueulasse, sauf quand on en fait des tripes. C'est les déjections animales, pour partie. Et enfin, c'est la réduction des nitrates qui s'opèrent quand vous épandez des engrais azotés dans les champs et qui vous produit un gaz qui s'appelle du N2O, du protoxyde d'azote, qui est aussi le gaz qu'on vous avez peut-être fait respirer quand vous étiez gamin à l'hôpital, le gaz hilarant, qui est un anesthésiant léger. Donc l'agriculture, au travers de toutes ces émissions-là, contribue au réchauffement climatique, et les émissions directes du secteur agricole, c'est 20% des émissions de gaz à effet de serre, c'est autant que les centrales à charbon dans le monde. Donc c'est pas complètement négligeable. Hein. C'est peut-être moins, comment dire, c'est peut-être plus indispensable que les centrales à charbon, soit dit en passant, mais c'est quand même 20%. Donc l'agriculture a un lien avec l'énergie et le changement climatique qui est extrêmement intime. Hein. Sa productivité vient de l'énergie. Le fait qu'on ait pu mettre les gens bien nourris dans les villes, c'est l'énergie. L'agriculture contribue au changement climatique, et le changement climatique, en retour, va faire du mal à l'agriculture, globalement. Hein. Donc voilà le paysage dans lequel on est. Et comme j'ai pas de slide, je m'arrête là. Donc maintenant, place aux questions. Et la bonne question, évidemment, c'est qu'est-ce qu'on fait ? Je vais raconter pour illustrer ça, c'est une discussion que j'ai eue avec des financiers de la City à Londres il y a quelques mois, où on a passé une journée à la Royal Academy of Science, dans un endroit magnifique d'ailleurs, sur les questions écologiques et, disons, la gravité du désastre écologique et l'enjeu du financement de la transition énergétique vers des énergies renouvelables. On a eu un certain nombre de discussions, d'abord sur le diagnostic écologique, qui montrait que tout le monde autour de la table était bien informé. Donc mes interlocuteurs savaient, ont compris que nous allons vers des effondrements de type régional, continental. Que le Sahel est dans une position extrêmement difficile, qu'on va avoir des millions, des dizaines de millions de réfugiés climatiques qui vont courir dans tous les sens sur la planète pour aller chercher un endroit pas hostile à la vie humaine dans les années qui viennent. Ils ont compris que la fonte du pergélisol, ce qu'on appelle le permafrost en anglais, aussi bien à la surface de la Terre, donc en Sibérie, Alaska, Groenland, que sous la mer. Avec les hydrates de carbone voilà, qui explosent. Les hydrates, voilà, qui vont lâcher du méthane, que ça, si ça s'accélère, ça veut dire qu'on se prend plus 5, 6, 7, 8 degrés, et personne ne sait où ça s'arrête, dans les décennies qui viennent. Et ça veut dire que la survie de l'espèce humaine est en jeu. C'est ça que ça signifie. Alors aujourd'hui, on n'a pas d'évidence empirique qui montre que on en est déjà là, mais on n'a pas d'évidence empirique qui montre le contraire. Donc il y a un débat extrêmement intense et angoissé à l'intérieur de la communauté scientifique sur la mesure des émissions de méthane à la surface de l'océan Arctique. Voilà. En fait, on manque de mesures. On manque de mesures sur ça. Ouais. Mais pourtant, j'ai des copains qui bossent chez Total au niveau de la prospection et qui me disent, voilà, quand les hydrates de carbone ils pètent sous l'eau, il y a les gouvernements qui s'excitent parce qu'ils ont l'impression qu'il y a des tests de bombes nucléaires, ils ne savent pas d'où ça vient, et ils ont compris depuis un certain nombre de décennies que ça Oui, mais malgré tout, non, les derniers travaux, y compris ceux qui sont publiés en 2018, l'an dernier, montrent qu'en fait on a un gap entre les instruments de mesure qu'on a posés sur Terre et la mesure de la densité en méthane de l'atmosphère à mi-altitude.
Pourquoi? Parce qu'on ne sait pas mesurer ce qui sort vraiment de l'océan. Donc en fait, à mi-altitude, il y a plus de méthane qu'à la surface de la Terre. Et le différentiel entre les deux pourrait être dû à ce qui vient de l'océan. Mais aujourd'hui, ce n'est pas démontré. Voilà. Donc il y a un débat là-dessus. Mais la réalité de ce débat traduit quand même le fait que nous sommes aujourd'hui dans une situation extrêmement dangereuse. Vous avez tous fait l'expérience que c'est plus facile, paradoxalement, de courir dans la savane alors qu'il fait 40 degrés à l'ombre que de courir dans la forêt du Vietnam alors qu'il ne fait que 35 degrés. La différence, c'est que la forêt est beaucoup plus humide que la savane et que le corps humain supporte beaucoup mieux en fait 35-40 degrés secs que 35 degrés très humides. Alors ça, le premier graphique a été fait par des chercheurs qui ont publié leurs travaux dans Nature il y a 2 ans et demi, 3 ans maintenant. En abscisse, vous avez la température moyenne dans la journée et en ordonnée, vous avez le degré d'humidité de l'atmosphère. Et cette courbe rouge ici, elle vous donne la composition, enfin l'ensemble des compositions humidité et température, au-delà desquelles la situation devient létale pour un corps humain si vous y êtes exposé plus de 6 heures sans avoir accès à l'air conditionné. Autrement dit, s'il fait 40 degrés, à partir du moment où l'humidité est supérieure à 20%, et que vous restez plus de 6 heures là-dedans, vous mourrez. D'où, par exemple, les morts en série à New Delhi à chaque fois qu'il y a une poussée de température en Inde maintenant. Alors la question que se sont posées ces climatologues et cliniciens, c'est si on continue d'évoluer sur la planète le long de ce qu'on appelle le RCP 8.5, que vous voyez sur la courbe rouge ici, je vais vous dire à quoi elle correspond. Le RCP 8.5, c'est le scénario le plus pessimiste du GIEC, qui n'est pas le scénario le plus pessimiste que les climatologues ont en tête, mais qui est celui qui est pour l'instant le plus pessimiste du GIEC. Qui est celui, en gros, qui correspond à peu près au business as usual, c'est-à-dire on ne fait rien, on continue de ne rien faire ou pas grand-chose contre le dérèglement climatique. Ça nous emmène à quelque part au-dessus de plus 3 degrés, c'est sûr, plutôt vers plus 4 degrés d'augmentation de la température moyenne à la fin du siècle sur la planète. Et la question que se sont posées ces chercheurs, c'est si on suit le RCP 8.5, à la fin du siècle, quelle sera la part des terres immergées de la planète qui seront soumises à plus de 20 jours par an de conditions létales de température et d'humidité. Le résultat, vous le voyez ici, c'est 50% à peu près. Donc ça veut dire que la moitié des terres émergées de la planète seront soumises plus de 20 jours par an à des conditions létales de température et d'humidité si on reste le long du RCP 8.5. Et évidemment, tout le monde ce soir espère qu'on va décrocher le RCP 8.5. Si vous regardez ce qui se passe en 2050, toujours le long du RCP, on est déjà au-dessus de 35%. On a déjà plus d'un tiers des terres émergées qui sont soumises à ces conditions létales de température et d'humidité. La cartouche de droite, elle répond à la question quelle est la part de l'humanité qui va être soumise à ces conditions. Alors, sous l'hypothèse héroïque que les gens ne vont pas migrer, évidemment, ils vont migrer, mais c'est juste pour avoir une idée de l'ordre de grandeur. La réponse, c'est toujours le long du RCP 8.5, ici, ce serait 75% de la population à la fin du siècle. Et en 2050, 60% de la population. Autrement dit, si personne ne migre, les 3 quarts de la population à la fin du siècle sont soumises à plus de 20 jours par an de conditions létales de température et d'humidité si nous continuons de ne rien faire. Évidemment, j'espère bien que ceci n'arrivera pas. Mais... Alors, où ceci va-t-il avoir lieu? Et ça, c'est la cartouche en bas, le RCP 8.5. Le code couleur est simple, vous le voyez ici, c'est blanc ou jaune très très pâle, c'est quelques dizaines de jours par an. Et rouge foncé brun, c'est quasiment tous les jours. Et le jaune canari, c'est 1 jour sur 3. Donc vous voyez que la totalité du bassin de l'Amazonie est condamnée, puisque tous les jours, il y aura des conditions létales de température et d'humidité. La quasi-totalité de l'Amérique centrale, tout le bassin du Congo ici, le golfe de Guinée, toute la frange océanique de l'Afrique de l'Est, tout le littoral indien et la quasi-totalité de l'Asie du Sud-Est. Donc, lorsque la Banque mondiale dit dans ses rapports qu'elle envisage quelque chose comme 2,5 milliards de réfugiés climatiques dans la deuxième moitié de ce siècle, vous voyez que ça n'est pas une rodomontade marseillaise. Alors, autre point d'attention, si vous regardez les zones jaunes, vous en avez une ici très intéressante. Toute la côte est-sud-est des États-Unis est jaune, donc ça veut dire 1 jour sur 3. Et toute la côte est de la Chine est jaune profond, avec des petites villes comme Shanghai, Shenzhen, etc. Le Japon est jaune clair. Alors,
Évidemment, on se dit, quand on voit ça, mais c'est pas grave, on va utiliser l'air conditionné pour se tirer de ce mauvais pas. Mais vous savez que c'est la mauvaise réponse, parce que l'air conditionné émet du CO2, donc ce serait une réaction auto-immune, c'est-à-dire qu'on essaierait de se sauver avec ce qui justement nous rend malade. Donc ça aggraverait la situation. Et par ailleurs, vous avez peut-être vu passer l'an dernier un rapport, plutôt en 2019, un rapport qui a été publié par la NASA et le Pentagone qui répondait à la question quels sont les facteurs liés au dérèglement climatique qui pourraient empêcher l'armée américaine de remplir ses missions dans la décennie 2020. Donc pas à la fin du siècle, mais décennie 2020. Et ce rapport a été publié donc avant le déclenchement de la pandémie du coronavirus et donnait deux éléments de réponse. Premièrement, les pandémies. Et vous avez peut-être vu que l'armée américaine s'est assez mal débrouillée pendant au moins la première moitié de la pandémie l'an dernier, avec ce fameux vaisseau militaire où tous les matelots étaient contaminés. Et puis, le deuxième motif d'obstacle à l'accomplissement de ces missions qu'invoque l'armée américaine, ce sont les blackouts induits par l'excès d'utilisation de l'air conditionné. Et on a déjà vu en Californie, en 2020, vous avez vu les grands méga fires californiens ont provoqué aussi des blackouts électriques sur la Californie, parce que les Californiens se sont protégés de la fournaise en utilisant l'air conditionné. Voilà. Et donc l'air conditionné ne sera pas la réponse. Donc vous voyez que quand on voit ça, on se dit, bon, évidemment, les gens vont migrer parce qu'ils ne vont pas accepter gentiment de mourir parce qu'il fera trop chaud et trop humide. Et la question, c'est où? Et donc, nous nous préparons des décennies bien compliquées si nous refusons, si nous nous entêtons à refuser de lutter contre le dérèglement climatique. J'attire votre attention sur un pays particulièrement problématique, c'est l'Indonésie qui est ici. Vous savez que l'Indonésie a modifié la localisation de sa capitale l'an dernier, Jakarta, parce que c'est déjà invivable aujourd'hui. Et vous allez le voir sur les cartes suivantes, l'Indonésie est certainement, malheureusement, le pays martyr des prochaines décennies. Ici, une autre carte qui est faite par des chercheurs complètement différents, qui travaillent pour le World Resources Institute, le WRI, qui est un think tank américain à Washington. La question qui est posée ici, c'est le stress hydrique, c'est-à-dire le manque d'accès à l'eau douce pour les décennies qui viennent. Et le code couleur, c'est jaune, blanc ou jaune très clair, c'est moins de 10%, donc c'est pas grand-chose. Jaune canari, c'est entre 10 et 20%, orange 20-40, rouge 40-80, brun plus de 80. Vous voyez que là, ce n'est pas du tout les mêmes zones. Hein. La zone tropicale ici est épargnée, parce qu'elle a beaucoup d'eau, sauf de nouveau l'Indonésie. Donc l'Indonésie va avoir la double peine, il fera trop chaud et trop humide, et en plus, elle va manquer d'accès à l'eau douce. Et en revanche, vous voyez que toute l'Asie est concernée, en particulier l'Asie centrale, le Maghreb, bien évidemment, l'Afrique australe, la côte andine, les États-Unis ne sont pas du tout épargnés, et l'Europe n'est pas épargnée non plus. L'Espagne et l'Italie pourraient manquer jusqu'à 80% d'accès à l'eau potable en 2040, ce qui est juste après-demain. La France n'est pas épargnée, on est entre 20 et 40% pour la France. Donc j'espère bien que nos amis de WRI se trompent et pêchent par pessimisme, mais plutôt que de tester, on ferait mieux de se préoccuper de l'accès à l'eau potable en France, en milieu rural en particulier, dès cette année. Une autre carte, à mon avis, intéressante pour la discussion, c'est que suivant ce qu'on regarde, en fait, ce n'est pas du tout les mêmes zones sur la planète qui sont concernées. Ici, c'est un travail qui a été fait par nos amis de Carbone 4, en partenariat avec nous à l'AFD, sur les événements climatiques extrêmes. Donc les typhons, les pluies diluviennes, les sécheresses. Vous savez que leur nombre, leur fréquence et leur sévérité vont augmenter dans les décennies qui viennent à cause du réchauffement climatique, avec aussi la multiplication des effets El Niño et La Niña. Mais là, vous voyez que la zone la plus durement touchée, c'est clairement l'Asie, avec Madagascar aussi, mais clairement l'Asie, et de nouveau, l'Indonésie n'est pas complètement épargnée. Donc, selon les questions que l'on pose sur l'impact du dérèglement climatique, les réponses qu'on va trouver ne sont pas du tout les mêmes. Donc, quand la Terre est sortie de la dernière ère glaciaire pour venir dans l'ère que nous connaissons, la planète s'est réchauffée de 5, pas 50, 5 degrés en quelques milliers d'années. Regardez le résultat que ça a produit. Alors celui-là s'est produit à notre avantage, et puis il s'est produit sur un monde où on était 5 millions de bons hommes, nomades, 20 ans d'espérance de vie à la naissance, et n'ayant pas de carte à la CGT. Donc, ce problème-là, d'accord, pas un sujet. Le même genre de transition s'appliquant en un siècle ou deux à 7 milliards de bipèdes sédentaires,
Vous avez vos infrastructures, vos écoles, vos habitudes, vos champs, etc. Vous n'allez pas partir avec ça sur le dos pour aller vous installer chez le voisin qui en plus ne sera pas d'accord. Il est évident que ce genre de transition dans un monde de 7 milliards d'hommes sédentaires se terminera par tout sauf la joie et la bonne humeur. Ça sera un monde violent et chaotique. Violent et chaotique. Donc quand le GIEC, qui va publier son 5e rapport d'évaluation dans très exactement 3 jours, va vous dire on risque quelques degrés, en gros, moi je vous le traduis avec le langage de tous les jours, on risque la guerre. Voilà ce qu'on risque. Mais pas avec les gens du Bangladesh ou les... Non, avec nos voisins, entre nous-mêmes. Parce que la compétition pour les ressources deviendra trop forte pour que la démocratie y résiste. Cette quantité d'énergie croissante qu'on utilise a conduit à des émissions de gaz à effet de serre croissantes. Alors un gaz à effet de serre, là aussi une petite définition en passant, c'est un gaz qui a la capacité d'absorber les infrarouges terrestres. C'est ça la définition d'un gaz à effet de serre, c'est assez précis, c'est des gaz qui sont connus depuis un siècle et demi. Là-dedans, vous avez tous les gaz, en gros, qui comportent 3 atomes ou plus, à commencer par la vapeur d'eau et le CO2. Alors, la vapeur d'eau, les hommes ne modifient pas la quantité dans l'atmosphère, ils n'y arrivent pas. Par contre, le CO2, ça, ils y arrivent. Donc, dans les émissions de gaz à effet de serre, vous allez trouver le dioxyde de carbone qui vient du charbon, celui qui vient du pétrole, celui qui vient du gaz, au-dessus, celui qui vient de la fabrication du ciment, que vous avez là, encore au-dessus, celui qui vient de la déforestation. Après, vous allez trouver une autre molécule qui s'appelle du méthane, qui vient de tout un tas d'autres choses, notamment de l'élevage et de l'exploitation des hydrocarbures. Et enfin, encore au-dessus, vous avez d'autres gaz, protoxyde d'azote et fluides frigorigènes essentiellement. Alors, regardez cette courbe, et trouvez-moi le début de la dématérialisation. Alors, le début de la dématérialisation, dans les discours, il est là. On a dématérialisé parce qu'on a mis du numérique et du digital partout et parce qu'on a mis les gens dans des bureaux. Bon, très bien. La courbe d'émissions de gaz à effet de serre mondiale n'en voit absolument aucune trace. Et elle a raison, parce que l'ordinateur que je suis en train d'utiliser, là, c'est 1,5 tonne de CO2. Donc la digitalisation ne permet absolument pas d'éviter des émissions de CO2. En fait, ça en a rajouté par rapport à l'époque du papier. Les négociations climat, pour le moment, ne sont pas des négociations, c'est des réunions climat. Donc voilà, on cause. Ici, vous avez la quantité de CO2 dans l'atmosphère depuis l'année de ma naissance. Alors, ce n'est pas moi qui ai commandé la série, c'est juste que celle que j'ai trouvée sur Internet, coïncidence, chez les Américains, là, début de l'année de ma naissance. Alors, vous voyez, quand je suis né, il y avait un peu moins de 300 parties par million, 300 millionièmes de CO2 dans l'atmosphère. Au moment où on se parle, là, en ce moment, on n'est pas très loin de 420, soit dit en passant. Et vous voyez que ça augmente gentiment tous les ans et de façon extrêmement régulière. Et là-dessus, vous pouvez placer, alors ce que vous voulez, vous pouvez placer la dématérialisation, vous pouvez placer le discours de Chirac, vous pouvez, ce que vous voulez. En gros, strictement aucun événement que vous allez placer dessus n'a eu d'importance puisque ça n'a jamais changé le cours des choses derrière. Donc vous voyez, la première réunion de la Convention climat n'a rien changé à ce qui s'est passé derrière. Parce que vous voyez la manière dont ça évolue avant et la manière dont ça évolue après. Soit dit en passant, c'est une réunion qui s'est passée à Bonn avec à l'époque une ministre de l'Environnement qui s'appelait Angela Merkel. Ça, c'est le protocole de Kyoto, qui ne change rien à ce qui se passe derrière. Ça, c'est le gros échec de Copenhague. Ah bon, si on veut, ça ne change ni plus ni moins. Et ça, c'est le gros succès de Paris. Ah bon, ça ne change ni plus ni moins. Donc aujourd'hui, ce qui se passe dans les réunions climat, les fameuses COP, n'a strictement aucune espèce d'importance sur l'évolution de la concentration en CO2 dans le monde. Alors on y reviendra peut-être au moment du débat. Il y a une raison à ça, c'est que les processus onusiens n'ont pas la capacité à infléchir ce qui se passe dans le monde, en tout cas pas celui-là. L'ONU est un endroit où les gens entérinent ce qu'ils sont déjà prêts à faire. Mais ça ne les oblige pas à faire des choses nouvelles. Donc ils viennent, puis ils disent bah, « voilà, je suis en train de faire ça, très bien, merci monsieur, c'est très sympa d'être venu, à l'année prochaine. » Voilà. Le CO2 qu'on met dans l'air, alors là, on va oublier la physique et oublier les maths, on va faire un peu de chimie, je suis désolé, je vous enquiquine vraiment. Le CO2 qu'on met dans l'air, vous savez que son nom orthodoxe, c'est dioxyde de carbone. Alors, dioxyde de carbone, ça veut donc dire que c'est un oxyde. Il se trouve que les oxydes, c'est la chimie le veut, sont des molécules qui sont éternelles tant qu'elles ne sont pas agressées par quelque chose. Dit autrement, tant que vous ne leur fournissez pas de l'énergie, les oxydes sont des molécules éternelles. Par exemple, le fer, depuis qu'il y a de l'oxygène sur Terre, l'oxygène a oxydé le fer et le fer se trouve sous forme d'oxyde de fer. Et puis il reste sous forme d'oxyde de fer et ça fait des centaines de millions d'années qu'il est là sous forme d'oxyde de fer. Ce qui veut dire que le CO2, une fois qu'on le met dans l'atmosphère, il n'a pas de processus spontané d'épuration de l'atmosphère. Il n'en a pas. D'accord ? Donc s'il ne se passe rien
au contact de la Terre, où il se passe des choses, vous allez voir, eh bien, il resterait éternellement dans l'atmosphère. Alors, il y a quand même des choses qui se passent au contact de la surface. Il se passe deux choses. La première, c'est qu'une partie du CO2 peut se dissoudre dans l'océan, mais c'est un phénomène de vase communicant. C'est-à-dire, s'il y a moins de CO2 dans l'océan que dans l'atmosphère, ce qu'on appelle une pression partielle inférieure, le CO2 passe de l'un dans l'autre, il pousse un peu, mais c'est un phénomène réversible. Si un jour on retire du CO2 de l'atmosphère, à ce moment-là, le CO2 qui est dans l'océan ressortira pour se recoller dans l'atmosphère. Hein, c'est un phénomène de vase communicant. Et puis vous avez un deuxième processus de soustraction, c'est la photosynthèse, mais pour ça il faut un photon, c'est-à-dire de l'énergie, et à ce moment vous avez soustraction du CO2 de l'atmosphère pour, entre guillemets, nourrir une plante, mais la plante ne marche que s'il y a de la lumière, du soleil ou dans un placard, ça dépend de la plante, mais sans lumière ça ne fonctionne pas. Alors et ces deux processus sont des processus au contact de la surface, ils n'opèrent pas dans l'atmosphère. À cause du fait donc, que le dioxyde de carbone est une molécule très stable, ça veut dire que quand on met du CO2 dans l'atmosphère, eh bien ce CO2 ne s'en va pas vite et il s'en va même très lentement. Si demain matin on arrêtait les émissions humaines de CO2, si demain matin on les arrêtait, aujourd'hui nous avons créé un surplus. Je vous l'ai montré au graphique précédent, là vous voyez, on était, quand je suis né, à 320, on est aujourd'hui à 420, et en fait avant que les hommes fassent les azous avec le charbon, on était à 280. Eh bien, le fait de passer de 280 à 400 crée un surplus. Eh bien, ce surplus, si demain matin j'arrête les émissions, dans un siècle, donc vous serez morts, et moi aussi, il y en aura encore 40% qui sera au-dessus de la tête de nos descendants. Dans un millier d'années, il y en aura encore 20% qui sera au-dessus de la tête de nos descendants, et dans 10 000 ans, il y en aura encore 10% qui sera au-dessus de la tête de nos descendants, s'il y a des descendants à ce moment-là. Je vais vous le dire autrement. Le climat dans lequel je suis né, il est perdu à jamais. Le climat d'aujourd'hui, parce que la dérive climatique va continuer, est perdu à jamais. D'accord ? Il n'y a pas de réversibilité dans le processus du changement climatique. Il n'y en a aucune. Aucune. Non. Tout ce qu'on peut faire en ce qui concerne le changement climatique, c'est de limiter la dérive future. Mais de toute façon, à quelques moments qu'on commence à agir, on est incapable de remettre en état le système climatique dans l'état dans lequel on l'a trouvé en entrant, comme dans les toilettes. Là. On ne peut plus. C'est terminé. Ce que vous voyez à ce moment également sur ces graphiques, c'est que tout ça se gère, ou plus exactement, concerne des pas de temps qui sont extrêmement longs, alors que nous avons tout fait dans le monde qui nous entoure pour gérer la société sur des pas de temps extrêmement courts. Alors, vous rigolez avec Macron, mais vous êtes en train d'apprendre à faire des comptes trimestriels et du trading en continu, c'est bien pire. C'est bien pire. Ça, pour raccourcir les échéances de temps, on ne peut pas faire mieux. Une société cotée en bourse, sa stratégie de long terme, c'est 3 ans les bonnes années, 6 mois les mauvaises, tout ce qui est en continu, j'ai envie de dire, crée de l'instantanéité qui nous masque totalement les enjeux de moyen et de long terme. Et la concurrence libre et non faussée a aussi le même effet. Ça raccourcit les horizons de temps. Donc on a un vrai problème, on a organisé toute la société comme si le monde était infini, et soit dit en passant, une bonne partie de ce qu'on fait aujourd'hui en France, on a copié les Américains qui vivent effectivement dans un pays qui se rapproche un peu plus de l'infini que le nôtre, et on a énormément de mécanismes et de schémas mentaux à revoir dans cette affaire, parce qu'ils ne sont absolument pas adaptés aux défis de demain. Pour vous montrer à quel point le défi de demain n'est pas un tout petit défi, donc maintenant je vais vous montrer très très rapidement de quoi on parle quand on parle de quelques degrés de variation. Vous avez ici les écosystèmes qui étaient installés en Europe à la fin du XXe siècle. Alors depuis le temps que je montre cette carte, je l'ai laissée actuelle, mais en fait ce n'est pas actuel, c'est déjà passé. Donc à la fin du XXe siècle, si vous fichez la paix aux forêts, elles ne crament pas trop, elles ne se dessèchent pas trop, et vous avez des grosses espèces végétales, c'est-à-dire des arbres, ça veut dire qu'il pleut assez et qu'il fait ni trop froid ni trop chaud. Ici, vous avez l'Europe il y a 20 000 ans. Donc, je vous l'ai dit tout à l'heure, il y a 20 000 ans, le climat était très différent. Il a considérablement changé jusqu'il y a 10 000 ans. Et l'Europe, il y a 20 000 ans, est au cœur de la dernière ère glaciaire. Donc, il fait plus froid que maintenant. Une glaciaire, le dictionnaire est bien fait aussi, c'est qu'il fait plus froid.
Alors la première chose que vous voyez, c'est que Erasmus en Suède, vous oubliez, et en Laponie aussi, parce qu'il n'y a pas de Suédois, il n'y a pas de Lapon, la COP26 à Glasgow, vous oubliez, il n'y a pas de Glasgow, il n'y a pas de whisky, c'est quand même une grosse catastrophe, parce qu'il n'y a pas d'Écossais. Vous voyez que tous ces braves gens sont sous des glaciers extrêmement épais qui se sont constitués à ce moment-là, et vous n'avez pas non plus de Québécois, ni tous les autres Canadiens du reste, parce que le Canada est aussi sous 3 km de glace. Pour faire ce très très gros glaçon posé sur le nord de l'Europe et ce très très gros glaçon posé sur le Canada, et le fait que le Groenland et l'Antarctique ont un peu grossi, il a fallu prendre de l'eau quelque part. Cette eau a été prise dans l'océan, et comme l'océan est une grande baignoire dont le fond n'a pas bougé, eh bien le niveau de l'océan est beaucoup plus bas. Donc il n'y a pas de club de voile qui va en Manche, à HEC, voilà, en Méditerranée si vous voulez, mais enfin naviguer en Méditerranée c'est pas drôle. Pas de club de voile sur la Manche, parce qu'il n'y a pas de Manche. Voilà. Et vous n'avez pas de paradis fiscaux dans les Angles normandes, il n'y a pas d'Angles normandes. Le climat étant beaucoup plus sec, beaucoup plus froid, pardon, il est beaucoup plus sec. Parce que quand il fait plus froid, ça s'évapore moins, l'eau, et donc il y a moins de précipitations. Et dans ce climat sec et froid, eh bien, vous voyez, vous n'avez pas beaucoup de Français, puisque la totalité de la population française, que l'on peut nourrir avec des érelles et des mammouths, représente les effectifs salariés d'une petite multinationale, enfin, ou d'une moyenne multinationale, on va dire. Quand l'Europe est passée de cet état-là à cet état-là, manifestement, ça s'est inscrit dans le cadre d'une planète qui s'est réchauffée. Hein, c'est pas refroidi à ce moment-là. Le réchauffement planétaire qui a piloté cette évolution pour le continent européen, c'est 5 degrés en 5 à 10 000 ans. Donc là, vous avez sous le nez une expérience grandeur nature qui a été faite par la planète sur une transition climatique de quelques degrés. Et vous voyez le bouleversement environnemental que ça a introduit. Alors, sans rentrer dans le détail des conséquences, parce que je suis déjà trop long et je me limite après la planche suivante, sans rentrer dans le détail des conséquences, il est absolument évident que 4 degrés de hausse pour le climat, c'est au premier ordre la barbarie partout. C'est la barbarie partout parce que ça va représenter une telle déstabilisation des conditions auxquelles nous avons été habitués de manière localement depuis des milliers d'années, que nous serons incapables, au surplus dans un monde à l'énergie qui deviendra plus rare, c'est-à-dire aux moyens d'adaptation et de faire face aux ennuis qui deviendront plus limités, nous serons incapables de résister ça dans la joie et la bonne humeur et des systèmes garantissant les libertés individuelles comme aujourd'hui. On aura des problèmes d'accès à la nourriture, on aura des problèmes d'accès à l'eau, on aura des problèmes d'accès au bois, on aura des problèmes d'accès à des environnements stables, etc. C'est absolument évident que dans ce genre de contexte, nous redeviendrons des guerriers. Donc quand on lutte pour la limite de la dérive climatique, on lutte effectivement pour la paix. Ce n'était pas une figure de style que d'avoir donné le prix Nobel de la paix au GIEC. Ce n'est pas complètement stupide. Il s'agit bien effectivement de ne pas avoir une déstabilisation massive de ce qui nous entoure. Une des choses qu'il faut garder en tête, soit dit en passant dans cette affaire, c'est de se défier de l'illusion de la linéarité. Alors c'est quoi l'illusion de la linéarité ? C'est celle à laquelle on est très très habitué dans nos systèmes comptables. C'est de penser qu'une cause 4 fois plus importante va faire des dégâts qui sont juste 4 fois plus graves. Alors sur l'élévation de température, ça veut dire une élévation de température de 4 degrés, c'est 4 fois plus grave qu'une élévation de température de 1 degré que nous avons déjà connue, et bon, on transpire un peu de temps en temps, il y a 3 forêts qui crament, mais quand même, c'est pas très grave. Alors en fait, c'est pas vrai du tout. Et pour comprendre en fait, c'est pas du tout comme ça qu'il faut raisonner sur des systèmes non linéaires, et le climat est un système non linéaire, je vais prendre un autre système non linéaire qui est votre propre corps. Si vous avez votre température interne qui augmente de 1 degré, vous vous faites faire un mot d'excuse, vous n'allez pas en cours et tout se passe bien. Si votre température interne augmente de 5 degrés, vous ne ratez pas 5 jours de cours, vous êtes mort. Donc, enfin, de fait, vous allez rater 5 jours de cours et même un peu plus. C'est exactement pareil en ce qui concerne le climat. Donc 4 degrés de hausse, ce n'est pas 4 fois plus grave que 1 degré, c'est peut-être 1 million de fois plus grave. Alors, on ne sait pas exactement aujourd'hui. Juste pour garder un autre élément en tête, dans un rapport que le GIEC a rendu il y a quelques mois sur changement climatique et terre, il y avait un graphique qui disait qu'à partir de 3 degrés de hausse, on considère qu'il y aura de l'insécurité alimentaire généralisée sur la planète. Et vous vous rappelez que les déclencheurs des révolutions, c'est toujours quand les gens n'ont pas à manger. Alors si on veut se limiter, et je vais finir avec ça, à 2 degrés de hausse, qui est aujourd'hui l'objectif politique qu'on s'est donné. C'est un objectif politique, parce que pourquoi 2 plutôt que 2,1, 1,8, 3,2, bon, voilà, 2.
Il y a une deuxième droite qu'il faut avoir en tête. Donc une première droite qu'il faut avoir en tête, c'est énergie PIB, et une deuxième droite qu'il faut avoir en tête, c'est élévation de température, émission totale entre 1850 et 2100. Donc en fait, ce graphique représente un truc assez simple, c'est une superposition de simulation, mais en gros c'est une droite. Là, vous avez la quantité totale de CO2 qu'on va mettre dans l'atmosphère entre 1850 et 2100. Peu importe qu'on le mette au début, à la fin, etc., ça n'a pas d'importance. Et ici, vous avez la réponse en température du système climatique entre 1850 et 2100. Alors, pour parler de choses récentes, à fin 2018, on avait mis 2250 milliards de tonnes de CO2 dans l'atmosphère, et donc nous avons signé pour 1,5 degré de réchauffement. J'arrête les émissions tout de suite, là, de toute façon, on tape les 1,5 degrés. Donc aujourd'hui, l'objectif de 1,5 degré, il est mort. Il est devenu inatteignable. Et donc quand je vois Nokia qui dit qu'ils sont 1,5 degré compliant, comme disait Coluche, je me barre. C'est grand n'importe quoi. Ils ne peuvent pas être compliant d'un truc qui n'arrivera jamais. D'accord ? Bon. Mais il y a des tas de services com qui sont très très bons pour faire du bullshit dans ce domaine. Ceux-là sont très bons. Si on veut se limiter à 2 degrés, à ce moment, nous avons droit à 3000 milliards de tonnes de CO2, nous collectivement les humains, dont 2250 ont déjà été émis, dépensés. D'accord ? Donc on a un capital de 3000 et on a déjà bouffé 2250. Alors comme vous allez faire une division comme moi, ou une soustraction d'abord et une division ensuite, ça veut dire qu'il nous reste 750 milliards de tonnes à émettre. C'est pile le tiers de 2250. Donc ça veut dire que l'humanité prise collectivement peut encore, pour le siècle qui vient, enfin les 80 ans, mais on va dire le siècle, émettre le tiers de ce qui a été émis dans le siècle qui vient de s'écouler. C'est ça que veut dire l'objectif des 2 degrés. Et comme on sera en moyenne 3 fois plus nombreux pendant cette période qui s'ouvre, ça veut dire que chaque individu pris individuellement a droit au 9e du CO2 qu'un individu qui meurt aujourd'hui a émis pendant sa vie. C'est ça que ça veut dire. Hein ? Donc en gros, les enfants qui naissent aujourd'hui ont le droit au 9e de ce à quoi ont eu droit leurs grands-parents qui meurent aujourd'hui. C'est ça les 2 degrés. Si je le dis en termes de dynamique, ça veut dire que d'ici à ce que vous ayez mon âge, il faut que les émissions planétaires soient divisées par 3. Alors comme Excel sait faire les intérêts composés, puis qu'il y a des futurs banquiers dans cette salle qui sauront faire ça très bien aussi, une division par 3 en 30 ans, c'est en gros 4% de baisse par an. Donc ça veut dire qu'un monde qui est 2 degrés, et donc une société qui est 2 degrés, est un monde qui est capable de s'organiser pour que les émissions de CO2 baissent de 4% par an à partir de demain matin. Et une société qui est 2 degrés, parce qu'il y a des tas de sociétés qui se revendiquent d'être 2 degrés, est une société qui est capable de survivre économiquement dans ce monde-là sous la forme sous laquelle elle est organisée aujourd'hui. A priori, il y en a très exactement dans le monde 0. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une société aujourd'hui qui est capable de survivre, de faire exactement le même chiffre d'affaires et le même résultat dans un monde dans lequel les émissions se mettent à baisser de 4% par an. C'est évident que non. Alors cette opacification de l'atmosphère au rayonnement émis par la Terre a notamment pour effet que la température d'équilibre au sol augmente. En gros, on reçoit sur Terre de l'énergie du Soleil. Cette énergie passe pour l'essentiel à travers l'atmosphère, puisque l'air est transparent à la lumière. C'est la raison pour laquelle j'arrive à vous voir. Sinon, s'il y avait un mur opaque à la lumière, je ne vous verrais pas bien. Une fois que cette énergie solaire est parvenue au sol, elle chauffe le sol. Et le sol, entre autres choses, va émettre de l'infrarouge, parce que c'est comme ça qu'un corps à la température du sol se débarrasse de son énergie, rayonne de l'infrarouge. Et à ce moment, cet infrarouge, lui, a envie de repartir vers l'espace, sauf que dans l'atmosphère, il y a des gaz qui l'interceptent, qui absorbent ces infrarouges. Et plus, c'est ça les gaz à effet de serre, et plus vous rajoutez de gaz à effet de serre dans l'atmosphère, et plus l'absorption des infrarouges près de la surface planétaire est efficace. Et donc, plus ça confine l'énergie près du sol. Donc, augmenter les gaz à effet de serre augmente la température d'équilibre au sol. Ici, vous avez une courbe qui vous donne, par rapport à il y a un siècle, la façon dont la température est en train d'augmenter, enfin même plus d'un siècle, la façon dont la température est en train de se comporter. Alors vous voyez que jusqu'à aujourd'hui, elle a déjà augmenté. Alors on a pris 1 degré, à 1 degré, on a déjà 20 millions d'hectares qui crament en Australie, plus 20 millions d'hectares qui crament en Sibérie, plus 5 millions d'hectares qui crament en Californie, enfin non, pour le moment ils sont qu'à 3, qui crament en Californie, plus etc., juste à 1. Et ce que vous voyez sur ce graphique, c'est qu'en fonction des émissions que nous aurons plus tard, que je vous détaille pas parce que ce n'est pas le sujet, ce que vous voyez surtout, c'est que les 20 prochaines années
sont indifférenciés, quel que soit le scénario que nous suivons en termes d'émissions, la trajectoire de température est exactement la même. Ça, c'est la conséquence de la durée de vie du CO2 dans l'atmosphère. Les 20 prochaines années sont déjà écrites du point de vue du climat, quoi que nous fassions sur les émissions. Quoi que nous fassions. Donc à partir du moment où on commence à s'agiter sur la baisse des émissions, on travaille pour dans 20 ans. On est obligé de s'y coller à un moment ou à un autre. Hein. Mais il y a 20 ans de décalage entre le moment où on commence à prendre le médicament et le moment où ça commence à avoir un effet sur la maladie. Voilà, c'est ça qu'il faut se dire. Et dans les 20 ans qui nous séparent du moment où ça commence à avoir un effet, de toute façon, les conséquences empirent. Hein, de toute façon. Alors ce décalage temporel, il est évidemment extrêmement cruel et désagréable, mais c'est un fait. Il faut l'avoir en tête. L'humanité est maintenant, depuis 10 ou 20 ans, au début je disais aujourd'hui, en fait non, on est déjà beyond, hein, ça, on a passé ce point-là, à une forme de croisée des chemins, dans laquelle on est coincé, alors j'aime bien la théorie du donut que j'ai entendu ce matin à l'EPFL, où on est coincé entre un plafond et un plancher. Le plafond, c'est les limites planétaires qu'il ne faut pas dépasser parce que sinon le système se régule de lui-même et c'est désagréable, parce que les régulations spontanées du système, c'est des baisses rapides de la population et des baisses rapides de son espérance de vie. Voilà, c'est comme ça que le système se régule hein, sur les populations animales. Donc on sera moins nombreux et plus pauvres, mais vite et de manière peu sympathique. On sera aussi beaucoup moins libre, parce que dans ce genre de régulation, les systèmes libres et ouverts sautent, tous. Inversement, si on essaye d'agir trop vite pour aller vers quelque chose entre guillemets de durable, à ce moment on enfonce le plancher de la résistance sociale, c'est-à-dire que les gens à qui on demande des efforts, on leur demande des efforts au-delà de leur seuil, j'ai envie de dire, de résistance, et à ce moment le système craque par l'autre bout. Donc, ou bien, alors pour prendre cet exemple appliqué au climat, ou bien on laisse les émissions dérivées parce qu'on se dit socialement c'est impossible de contraindre les financiers à gagner moins d'argent, c'est juste impossible. Donc à ce moment, on signe pour une régulation environnementale accrue, c'est-à-dire que c'est le système qui nous imposera ses limites. Ou bien on se dit non, on veut essayer de durer encore un certain temps, du reste on peut se poser la question de savoir combien de temps. Et à ce moment, c'est ceinture et régime tout de suite. Et à ce moment, évidemment, la question c'est comment est-ce qu'on organise le moins pour tout le monde qui en découle. Voilà. Donc on est coincé aujourd'hui entre ces deux objectifs-là. Évidemment, si j'ai un budget, tout ce qui est raisonnement en année est une supercherie. C'est-à-dire que si on vous dit vous avez encore le droit d'émettre tant, ça ne correspond à rien de dire je vais émettre ce que j'émets aujourd'hui tous les ans à peu près la même chose, et puis dès que j'ai épuisé mon budget, je passe à zéro. Ça, c'est l'hypothèse chute de comètes, chute de météorites, guerre thermonucléaire d'un niveau suffisant, etc. Mais sinon, ce n'est pas comme ça que ça va se passer. C'est vous passez par un maximum et vous diminuez. Hein, c'est comme pour la démographie. Alors, les divers scénarios que vous avez ici sont des scénarios qui vous quantifient l'élévation de température que vous obtenez en 2100. Donc celui-là, vous avez vos 5 degrés, etc. Et si vous voulez vous limiter à 2 degrés, ben vous voyez, le scénario qui vous intéresse, il est en bas, là. Et ce scénario-là, il dit que d'ici à 2050, donc d'ici à ce que vos enfants aient votre âge, il faut avoir divisé les émissions planétaires par 3. Donc les générations futures, ça devient hyper concret. C'est vos enfants. Voilà. Donc vous les voyez tous les jours en rentrant chez vous pour ceux qui habitent encore avec eux et à chaque fois que vous les avez au téléphone. Voilà, c'est ça les générations futures. Ce n'est pas des espèces de machins intemporels, mal définis, qui arriveront dans 3 siècles et demi. Non, les générations futures, c'est tous les gens dans cette salle qui ont moins de 65 ans. Voilà. C'est très très concret. C'est ça l'ordre de grandeur. Alors vous allez me dire, c'est pas grave, Paris, on s'est mis d'accord sur le fait qu'on allait y aller. Alors j'ai fait un petit exercice que les anglo-saxons appellent de fact-checking en ce qui concerne l'accord de Paris. C'est-à-dire qu'au moment de l'accord de Paris, on s'est mis d'accord sur un objectif qui, soit dit en passant, était déjà dans l'accord de Copenhague. Hein. L'accord de Copenhague disait déjà 2 degrés, on limite l'élévation de température planétaire à 2 degrés. Sauf que comme cet accord, il n'avait pas été obtenu par la voie classique onusienne, dans lequel les gens se mettent d'accord sur 45, qu'est-ce que je dis 45, sur 60 pages de texte et chaque virgule, mais que c'était un truc en 12 bullet points qui avait été écrit pendant une nuit entre chefs d'État. Les ONG ont gueulé comme des putois en disant « Ah, c'est pas démocratique, etc. » Donc ce truc-là vaut pas un clou. Donc j'affirme
que les ONG ont fait perdre 6 ans au monde en présentant comme un échec ce qui était un immense succès, c'est-à-dire d'avoir déjà commencé à se mettre d'accord sur les 2 degrés. On a perdu 6 ans à cause de ça, à cause d'elle, j'insiste. Donc ici, vous avez quelque chose de très simple, c'est la somme des émissions auxquelles les pays se sont engagés à Paris. Parce qu'à Paris, en gros, on a inventé un système pas idiot sur le fond, qui était chaque pays arrive en disant ce qu'il est prêt à faire. Donc on ne se donne pas un objectif comme à Kyoto en disant on va répartir la réduction des émissions, machin, toi tu fais 1%, moi 3%. On a fait l'inverse, on a dit on se met d'accord sur un objectif global et puis chacun arrive avec ce qu'il est prêt à faire et puis on essaye de discuter pour que le total de ce qu'on émet corresponde avec l'objectif global. Sauf qu'aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Vous avez vu sur ce graphique que si on veut les 2 degrés, il ne faut pas commencer la réduction dans 5 ans ou dans 10 ans, il faut la commencer demain matin. Il faut la commencer demain matin. Tout de suite, là maintenant, demain matin. Or, à Paris, si vous faites la somme des engagements des pays, tout ce que vous obtenez, c'est que les émissions augmentent, pour passer en gros de 50 à 60 milliards de tonnes par an en l'espace de 10 ans. Donc ça ne prend pas vraiment le chemin d'une économie. Hein, si vous allez voir votre banquier et que votre banquier vous dit vos dépenses sont excessives par rapport à vos revenus et que vous lui dites pas de problème, j'ai bien compris le message, mais sur les 10 années qui viennent, je garde les revenus et j'augmente mes dépenses, je pense qu'il va vous regarder en vous disant je ne suis pas sûr qu'il ait vraiment compris ce que je viens de lui dire. Hein. Et c'est exactement pareil à Paris. C'est-à-dire qu'on n'est pas sûr qu'on ait vraiment bien compris ce qu'on nous a dit. Ce que vous avez également en bleu et en rouge, c'est le rythme de diminution qui doit être celui des émissions de la planète. Alors c'est des diminutions exponentielles, hein, c'est X% par an, ce n'est pas linéaire, selon l'année à laquelle on se met à l'ouvrage. Donc vous voyez que si on attend encore 3 ans, il faut derrière qu'on baisse de 5% par an, les émissions planétaires, et si on attend encore 10 ans, il faut qu'on les baisse de 10%. Je me suis amusé, si l'on peut dire, à regarder quel avait été le rythme annuel de croissance des émissions de CO2 sur le siècle passé. Je me dis comme ça, je vais avoir une petite idée, est-ce que 5% c'est loin ou pas loin de ce qu'on sait faire. Alors voilà le rythme annuel de variation des émissions de CO2 année après année. J'ai pris des séries qui sont, alors c'est pas le même auteur, c'est pas SMIL, mais enfin c'est un auteur voisin. Donc je regarde la consommation d'énergie année après année, je prends un facteur d'émission qui est toujours le même, parce que pour pas m'emmerder la vie, même si c'est et je regarde de combien varient les émissions année après année. Eh bien vous voyez que vous avez 2 points, et 2 seulement, sur ce graphique, où le rythme annuel de baisse des émissions a été de 5%. 2. Le plus fort de la crise de 29 et l'anéantissement du Japon et de l'Allemagne. Voilà. 2. Donc faire ça de manière volontaire, ce n'est pas quelque chose qui est marginal à côté d'un programme de civilisation qui reste croissance forever et je touche ni au système de retraite, ni aux 35 heures, ni à je ne sais pas quoi. C'est au cœur d'un programme de civilisation où ça ne marche pas. Et si c'est au cœur d'un programme de civilisation, il y a nécessairement des contreparties assez désagréables pour nous qui sortons de 2 siècles de croissance ininterrompue, qui s'appellent la contraction du pouvoir d'achat et tout un tas d'autres trucs qui aujourd'hui sont considérés comme absolument inconcevables. Voilà. Alors, sauf que j'ai une très bonne nouvelle pour vous. Je crois que c'est Le Châtelier qui a dit que les systèmes n'aimaient pas se trouver hors d'équilibre. Aujourd'hui, nous avons 1000 systèmes hors d'équilibre, donc il se régulera de toute façon. Donc la question n'est pas de savoir si on veut que le système change ou pas. La question est de savoir si on veut qu'il change avec nous ou sans nous. Et en général, quand les systèmes changent sans nous, il n'y a que 2 grands modes de régulation dans le monde, enfin ou 3 plus exactement, l'oppression politique, la famine, la maladie. La guerre étant une forme particulière d'oppression politique. Voilà. C'est les 3 grands modes de régulation. Il n'y en a pas d'autres. Donc si on dit « je ne veux pas », c'est qu'on est d'accord pour la guerre, la famine et la maladie. C'est assez simple. C'est très simple. Now people will say, that's not serious. Well, the moment is serious. Tell me how else can we tell people where we're at? How else can we wake up the Democrats, the Republicans, the independents, the millionaires, the billionaires, the media owners, who carry on their life as though they're on the Titanic, about ready to hit an iceberg, and they're not worried. Without U.S. leadership and participation, there will be no winners from this climate crisis. We will all become losers.